Paul de Gobert, il est bruxellois. Oui. D'où? En fait, je suis né à Ixelles. Ah, ok, du quartier donc. Je suis né dans le bâtiment de la Croix-Rouge, place Bruckmann, D'accord. qui est devenu un bâtiment un peu plus mondain, un peu plus chic. Mais quand je passe là, j'ai toujours une émotion en disant tiens, alors le premier souvenir, c'est à Drogenbos dans le moulin. Le vieux moulin où mes parents habitaient. D'accord. Donc ça, c'est le début du monde sauvage. C'est le début du monde sauvage. Oui, oui. Et le père était artiste aussi? Oui, la maman aussi. La maman Mes parents aussi. étaient tous les deux. Deux artistes. Et bon, ils avaient repris ce vieux moulin qui était un peu à l'abandon, avec le frère de mon père qui avait une petite entreprise agricole qui vendait des machines qui venaient d'Angleterre. Et alors, mon père avait arrangé un grenier, il s'était fait un atelier, il avait reconstruit une espèce d'appartement en boîte en carton avec des récupérations de meubles et de trucs. C'était moulin à vent, moulin à eau? C'est un ancien moulin à eau D'accord. qui ne fonctionnait plus. Mais il y avait toujours la rivière, elle existe toujours, c'est le Zandbeek. D'accord. Et maintenant, il ne faut pas aller là-bas parce que tout a Ah, disparu. oui, ça je pense. Oui. Et c'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs, que mes parents sont allés s'installer du Roseau. Ah, d'accord. Parce que c'était tellement... Donc ben, c'est une enfance Oui. magique. Oui, parce que c'était comme si j'habitais... Aux portes de Bruxelles, c'est comme si j'habitais au fin fond de la Belgique avec un étang. Il y avait une prairie, il y avait des vaches, des chevaux, enfin, c'était le monde sauvage. Presque. Enfin, qu'on pourrait dire sauvage, parce que c'était assez... un peu à l'abandon, un peu désordonné. Tu as gardé cette âme-là. Oui. Je pense que ça m'a marqué, parce que j'ai trouvé des photos où je courais tout nu dans le jardin. D'accord, oui. La nature. Oui, et donc je ne supportais pas de mettre mes parents disaient ils ne supportent pas de mettre un vêtement. Donc, maintenant ça a changé, j'aime bien m'habiller, c'est le contact avec la ville. Oui, ça c'est le début. Mais tu parles que tu habitais à Drogenbos, ce moulin. Tu as gardé des images de Oui, ce moulin? oui, parce que dans mon premier livre, il y a des dessins qui évoquent ce lieu. D'accord. Bon, il y a encore le bâtiment. Oui. Puis il y a des tableaux que mon père a fait avec l'étang. Non, c'était en hiver, c'était Bruegel, il y avait de la glace. Et tout le village venait, enfin tout le quartier venait patiner sur l'étang. C'est des trucs assez magiques. Tu avais quel âge à cette époque-là? 4-5 ans. 4-5 ans. Donc 4-5 ans, tu es dans la nature, tu es... voilà. Oui, je tombe dans la rivière une fois, une autre fois je me noie presque dans l'étang. Enfin tout ça c'est les expériences de la vie que tu as sur... Mais je me souviens surtout du moment où je suis sorti. D'accord. Donc pas au moment Voilà. où je sors. J'ai jamais pensé que j'allais mourir. Voilà. Mais bon, à cet âge-là, Non, l'accident, hop, on est dedans, mais maintenant on commence à se dépêtrer. Quoi. Voilà. Je voyais mes parents plutôt effrayés, Oui. parce que j'avais un beau costume et qu'il était plein de vases et qu'on devait aller voir le docteur. Donc c'était... Ah, c'est resté ancré, ça. Oui. C'est toujours, avant de partir, on est prêt, et puis on va encore faire un petit tour, et puis floups. Ça arrive souvent comme ça. Et tu te souviens de l'odeur de la vase? Mais l'odeur des algues, oui, ça, Oui. de cet étang qu'on curait une fois par an, il y avait des carpes, il y avait des poissons extraordinaires là-dedans, il y avait de tout, des épinoches, des libellules, enfin tout, c'était vraiment... Mais d'ailleurs, mon frère et moi, on naviguait sur... Mon père avait fabriqué une barque en bois, et on naviguait sur cet étang, et nous, pour nous, on était en voyage. D'accord. Je dirais maintenant en Amazonie ou quelque part. Et alors on tirait quelque chose derrière, un avion qui passait entre les algues. Enfin tout ça c'est le développement de l'imagination. Oui. Il y avait des poules d'eau qui sortaient. Donc c'est un moment magique. Quoi. Et c'est pour ça que moi je suis tellement attaché, peut-être, c'est de là que vient mon intérêt pour la nature, parce que je trouve que, oui, j'étais privilégié. Je demande pas mieux d'aller au bout du monde, j'ai fait d'autres voyages, mais je me dis même chez nous on peut garder des choses comme ça. Il y a des endroits magiques chez nous où on peut rêver, à condition qu'il n'y ait peut-être pas une grue qui passe derrière. Et cet endroit, tu l'assimiles à quelle couleur? Ça dépend des saisons. Quand je te parlais d'hiver, c'est le blanc, le froid, le noir. Et après, c'est
le printemps avec les iris. Ah, voilà. Et puis l'automne, c'est les feuilles partout. Donc c'est... Oui, il y a comme ça des taches. Oui, voilà. Et alors l'odeur de la chaux, parce que les murs étaient peints à la chaux. D'accord. Cette odeur de chaux. Enfin, c'est plein de souvenirs Oui, ça c'est important. odorants Oui. qui ont marqué. C'est important parce que c'est ce qui marque justement l'esprit. Oui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai aimé que j'ai commencé à peindre. Non, je pense pas. C'est vrai que je voyais mon père qui peignait, il y avait ces odeurs de peinture à lui, d'aquarelle, tout ça. C'est sûr que ça va. Donc les parents sont des artistes, ils peignent aussi. Oui, pendant ma mère aussi. Mon père faisait des portraits, donc jusqu'à la fin de la guerre. Il faisait des portraits sur commande pour les gens. Il allait chez un grand patron dans son bureau, il fait son portrait au pastel. D'accord. Souvent c'était refusé, hein, parce que, comme on sait, le portrait, ça ne plaît pas quand on montre les gens tels qu'ils sont. Et alors après, il y a eu l'arrivée de la photographie. Et donc là, il n'y avait plus de commandes de portraits. Donc il faisait des paysages aussi. Mais alors, pour gagner sa vie, il a commencé à faire un peu de décoration et il a commencé à travailler dans la publicité. Donc on avait besoin, il savait très bien dessiner. Donc il faisait des maquettes. Maintenant, on ne fait plus ça, mais il faisait des maquettes très vite. Il y a d'ailleurs des tas d'anciennes affiches pour le chocolat, ou des trucs où c'était lui qui avait fait des esquisses. Et là, il a travaillé aussi sur plaque. Non, non, c'était les premières grandes affiches. D'accord, affiché. Et par après, donc ça a duré quand même un certain nombre d'années, et pendant ce temps-là, il ne peignait plus vraiment. Et toi, tu es jeune, tu es curieux de voir ce qu'il fait? Ah oui, maintenant. Non, non, oui, Oui, mais j'étais, bon, fatalement, ma mère dessinait. Ma mère faisait le petit courrier de femmes d'aujourd'hui. Chaque semaine, il y avait une évocation, un peu comme une nouvelle, et elle devait faire un petit dessin. Et je la voyais tous les soirs, parfois, s'endormir sous ça. C'est un dessin à la plume. Donc c'était toujours dans cette ambiance. Et mon père a fait de la publicité, et quelque part, après les années, il a rencontré des personnes différentes, il a découvert un autre milieu, et ça a complètement changé sa vision du monde, parce qu'il a rencontré des intellectuels, des linguistes, des gens qui étaient dans ce milieu, par hasard, hein, parce qu'il fallait... Bon, c'est pas toujours comme ça. Et après ça, il a eu envie de recommencer à peindre. Il a redécouvert... et puis il y a eu un événement exceptionnel, c'est que mon frère commençait à faire de la photo, et il était faisait les photos pour Marcel Brotars. Marcel Brotars est venu un jour à la maison, et on discutait avec Maria. Bon, c'était une époque difficile pour Marcel, j'ai souvenir de ça. Et il y avait des discussions intéressantes, et puis mon père était intéressé par ce que Marcel faisait. Puis il a commencé à mélanger des objets, à composer, et dire « Ah, mais je vais peindre ça ». Puis il a commencé à faire ses séries de bonbons, d'objets, etc. Et puis après, c'est Marcel Brotars qui est venu avec des collectionneurs, qui a fait connaître mon père. Donc c'est quand même une personnalité très généreuse. Alors toi, dans ce monde-là, dans ce milieu-là, la curiosité... Oui, l'information, les échanges. Voilà. Cette maison, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Bon, et puis en plus, moi, étant pas très bon élève en latin ni en français à l'école, j'arrive à rentrer dans une école Saint-Luc où on faisait du dessin. À cette époque-là, il y avait une préparatoire, on pouvait être plus jeune. Et donc là, j'ai tout de suite développé toutes sortes de techniques de dessin, parce que c'était très rigoureux. En plus, on avait des professeurs assez remarquables en histoire de l'art, en esthétique. Enfin, donc j'ai eu là une belle formation, une ouverture. Le père, quand il voit un petit peu que tu développes ça, il est là. Mais mon père, il me disait, parce que j'ai un très bon souvenir de ça, j'avais fait un grand tableau à l'acrylique, enfin vraiment avec la peinture du mur tout bête. Il me dit, toi tu dois travailler. Il me dit. Je dis, oui mais papa, moi j'ai envie de devenir coureur cycliste. En fait, je faisais beaucoup de vélo. Je roulais à vélo, je faisais des courses cyclistes avec le boucher, enfin bon, ça me fascinait. Il me dit, écoute, moi je veux bien que tu ailles, tu fais ce que tu veux, c'est ta liberté, tu pars, tu vas faire une balade, mais je veux que pendant les vacances, tous les jours, tu reviens avec un dessin. D'accord. Et moi, sur mon vélo, sauf quand je faisais les courses,
je mettais dans mon porte-bagages mon matériel et bon, je partais. J'ai fait toute la Belgique à vélo. Et donc je découvrais On est en quelle année, là? dans les années 60. Dans les années 60. Donc il y avait des anciennes routes et tout Oui, ça. oui. Je suis parti dans les Ardennes, je suis parti à la mer à vélo. Et je m'arrêtais un peu pour me reposer aussi. Je faisais mon croquis, puis je continuais. Et je crois que ça m'a donné l'envie de faire un travail physique tout en découvrant ce qu'il y a autour. Oui, oui. Une ouverture sur le monde, quoi, avec la liberté, mais avec une exigence, une rigueur. Et donc maintenant, je vais me balader, et je pars avec mon sac, je vais dessiner quelque part. Mais je ne veux pas qu'on me dépose en voiture, je vais à pied, parce qu'il y a une expérience, une mise en condition physique, Voilà. de respiration, de chercher un lieu. Et puis c'est l'apothéose de s'asseoir et de découvrir un lieu par l'écriture, du dessin par exemple, ou de l'aquarelle ou de la peinture. Mais quelle expérience, étant jeune, de partir comme ça à travers villes et campagnes, les routes, et découvrir des endroits que tu découvres, que tu ne connais pas encore. Oui, il n'y avait pas beaucoup de... Je risquais rien. Partir à la recherche du hasard. Oui. Mais ce que je trouve surtout remarquable, c'est que mes parents m'ont laissé faire, Faire ça, d'accord. à condition que tu... Que tu reviennes avec quelque chose. Oui, alors j'étais très fier parce que un jour on partait à la mer, tous. Mes parents partaient avec quelqu'un, ils partaient en voiture, ils avaient loué une maison à la mer. Et je dis, ben moi je vais à vélo. Alors je suis parti à vélo. Et j'ai roulé 5 heures à les anciennes routes Gand, Éclos, Bruges, tout ça. C'était très dur. J'ai mis 5 heures et demie, je crois. Je suis arrivé devant la maison, j'étais là avant tout le monde. J'étais tellement fier, je dis que j'étais plus vite qu'eux. Et j'ai attendu 2 heures, 3 heures. Et après, ils sont arrivés. Mais en fait, ils étaient tombés en panne. Ah, voilà. Donc là, mon orgueil en avait pris un coup. C'était pas le coup de pédale qui avait été En fait, puissant. c'était quand même... ça va, tu as longtemps que tu attends. Oui, il y a longtemps que j'attends. Voilà. J'avais déjà eu le temps de dessiner. Bon, et la critique, le regard critique de père quand il voit ce que tu rapportes. Ce que je rapportais, il me disait, oui, c'est bien, tu dois continuer. Enfin, c'était toujours très positif. Ça, c'est bien, continue, il faut que tu... Enfin, oui, et puis... Et c'est là... Du papa ou de la maman. Oui, c'était aussi ma première fresque que j'ai faite au fond du jardin. C'est au fond du jardin, il y a une vieille palissade en béton, comme il y a dans tous les vieux jardins huclois. Le badigeonné ça en blanc. Et j'avais été voir un film sur les Romains, enfin ça m'avait fasciné. Alors j'ai fait toute une fresque avec les Romains qui se battaient. D'accord. Parce que je faisais des petits dessins avec des batailles, des guerres, des trucs comme ça. Et donc ça a été... Il paraît que j'avais travaillé une semaine, qu'après on avait dû me mettre au lit parce que j'étais crevé. Ah, d'accord. Je m'étais défoncé. Et donc voilà, ça c'est le début. C'était pas une commande du père, ça, non? Non, c'était... Moi j'ai dit, je veux pas... Ben écoute, voilà, tu bats des gens en blanc et puis tu... Bon, ça existe. On est toujours dans le rôle de l'amateur, là. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu te lances dans quelque chose pour dire, tiens, j'ai envie de monter une exposition comme le père? Ça c'est bien après. C'est bien après, ça. Bon, j'ai fait mes études à Saint-Luc. Qu'est-ce que tu fais comme étude, alors? Des études d'art graphique, de dessin. D'accord. On avait jusqu'à 6 heures de dessin par jour. C'était à l'époque des frères et tout ça. C'était très rigoureux. On avait des cours qui commençaient très tôt, terminaient tard. Il y avait de tout, l'application, la gouache, on avait plein de trucs. Et puis après, là j'ai commencé à faire des dessins. Et, déjà il y avait des amateurs, j'ai commencé à peindre. Et d'ailleurs c'est alors, je crois que j'étais encore étudiant à Saint-Luc, qu'un jour Hergé est venu dans mon atelier, dans ma chambre, parce qu'il venait chercher un tableau pour une exposition ou un groupe qui achetait des tableaux. Donc ils avaient vu mes travaux à l'école par une autre personne. Enfin bon, toujours est-il qu'il est venu et choisir un tableau. C'était une énorme grue dans un truc presque abstrait. Et ça c'est un truc qui m'avait évidemment assez bouleversé, que le père de Kiki et Flup, qui était Tintin, qu'on avait lu pendant toute notre enfance, que l'auteur venait, et il était d'une simplicité extraordinaire, il me dit d'ailleurs, parce qu'il habitait à ce moment-là à Calvoute, et il a dit, vous habitez à un tir d'arbalète de chez moi. Oula. Ce qui était déjà une formule assez bande dessinée. Oui.
Il y a une autre anecdote que je raconte dans mon précédent livre, c'est que à l'époque, le bâtiment Tintin se trouvait à Gare du Midi. Il y avait Tintin Milou qui tournait. Et j'avais dit à ma mère, moi je veux aller voir Tintin et Hergé. Je veux aller les voir. Et ma mère dit, mais je ne pense pas qu'ils sont là. Elle dit, mais on va aller voir sur la sonnette. Alors j'ai dû emmener ma mère dans le hall, on est allé voir toutes les sonnettes. Je dis, mais il n'y a pas son nom. Alors elle est très gênée, mais peut-être qu'il a déménagé. Oui, ça c'est sur des anecdotes d'enfance. Oui, ça marque. Enfin, ça tourne toujours autour des dessins. Bon, la première exposition, je crois que c'est après. Parce qu'après, j'ai fait une année à la Cambre après. Parce que je voulais changer de. J'avais été dans le milieu Saint-Luc, je disais, bon, mais mon père m'a dit, écoute, il faut quand même que tu vois autre chose. D'accord. Ouais. Moi, je vais jeter un coup d'œil pour voir si tes chaussures ne prennent pas tout l'écran. D'accord, on sort très bien. Alors c'était en 69, tu imagines. En 68, je termine à Saint-Luc. Il y a la Révolution à Paris, les trucs, etc. Et moi je dis, mais qu'est-ce que c'est leur truc là? Moi j'ai envie de finir mes études. J'ai toujours été un peu décalé dans la révolte. Et puis je suis parti, j'ai réussi l'examen d'entrée à la Cambre, en peinture. J'avais comme professeur Jo Delahaut. Et puis là c'était une telle liberté, on faisait ce qu'on voulait. Je dis mais j'apprends rien ici. Donc, et puis à 69 il ne se passait pas grand chose, l'école était déstructurée. Alors j'ai fait 3 sections en un an, et puis je suis parti. Il y a un service militaire qui se fait? Oui, alors là, je suis appelé Petit Château, l'horreur. J'ai un ami qui, lui, arrive à se faire passer pour fou. Mais il est assez comédien, là. Il a fait du théâtre toute sa vie. Moi, je dis, je peux pas tricher, comme je suis, voilà. Et je me retrouve après à Namur, et puis en Allemagne. Je pars en Allemagne. Et là, j'ai de la chance, je suis au service social et culturel, et je m'occupe des cinémas. Donc, je parcours toute l'Allemagne avec une jeep et un soldat pour aller changer des films pour les salles de cinéma. Donc c'est l'uniforme kaki dans la... Oui, oui. D'accord. Mais je choisis des films aussi. Je choisis, par exemple, dans la liste de préférence, à l'époque, If, un film assez, enfin des trucs comme ça. Et après, je me suis fait tirer l'oreille par les adjudants, sauf le plus haut gradé, qui lui dit, mais quand même, c'est intéressant, c'est quoi ce livre que tu as sur ton bureau, Marcuse là? Donc, puis, c'est à cette époque-là que je dessinais des bananes. Ah, dans mon bureau de l'armée, j'avais un bureau, dans une armoire, j'avais tout vidé, et je mettais des bananes à mûrir. Et je dessinais l'évolution des bananes de plus en plus mûres. C'était une comparaison, je me sentais un peu comme une banane qui pourrissait dans ces lieux. Et puis un jour, je rentre en permission à Bruxelles, et je fais faire une banane en cachet. Une vraie banane dessinée dans un cachet. Et je vais faire une blague à mon colonel. Je vais dans son bureau, il a tous ses cachets officiels, et je substitue un des cachets, je mets le cachet de la banane. Et alors, il y avait des documents importants. Et un jour, et j'étais là, je le vois, il prend ce cachet, énervé, comme ça, tac, et puis il voit cette banane. Tout de suite, il me regarde. Vous. Alors, j'ai terminé mon service dans la forêt à couper du bois. Et j'étais ravi parce que j'en avais marre de traîner dans un bureau, faire des petits dessins pour les militaires. D'accord. Donc tu quittes le service militaire, et l'alimentaire, c'est quoi? L'alimentaire, alors là, c'est tout de suite, je me lance dans des projets. C'est à ce moment-là que je rencontre les révoltes urbaines dans la Marolles avec Maurice Culot et tout ça. Donc. Et là, je m'implique dans ces... Je retourne revoir des étudiants en architecture qui font des contre-projets, donc je dessine pour eux, je fais des trucs. Bon, ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent, mais pour m'en sortir, je travaille dans des bureaux, je nettoie des bureaux. J'ai travaillé
à compter les élastiques dans le ministère. Mhm. Enfin bon. Puis j'ai fait des petits boulots de peinture. Voilà. Et puis, bon, j'ai fait ma première fresque pour le curé Van der Bist, le grand trompe-l'œil. Ça a été ma première commande, qui a été évidemment vue partout. Et comment tu rencontres ce curé? Ben justement, au comité général d'action des Marolles, D'accord. où j'allais écouter les conférences sur la révolution des Marolles, pour justement en rappelant Mhm. la défense contre l'extension du palais de justice et tout ça. Et donc, je vis très bien dans cette espèce d'ambiance un peu où j'arrive à donner un sens à mon travail, parce que je dis, moi, j'ai plus envie de faire des expos avec des cadres. Dans le marché de l'art ne m'intéressait pas à ce moment-là, je voulais faire autre chose. Donc le côté social m'intéressait, le côté... Puis j'avais été à New York, j'avais vu les premières fresques, les murals. Donc là, j'ai commencé à m'éclater. Chaque fois que je voyais un mur, il y avait une imagination. Et j'ai commencé mes premiers projets, palmiers, machin, tout ça. Et ça a duré pendant... Tagueur avant l'âge, quoi. Avant la mode des tags. Oui, oui, voilà, parce qu'après on a tagué mes trucs et j'étais pas très content. Alors, le curé, parce que j'aime bien ce Et premier lui, travail. il m'a dit, écoute, on voudrait que tu fasses quelque chose sur cette façade, est-ce que tu peux nous imaginer? Parce qu'on a envie de faire une place publique. Ah bon. Alors moi j'ai imaginé, comme la maison était en avant, j'ai fait un trompe-l'œil dans l'autre sens, où on voyait une place avec toutes des maisons de couleurs et un beau ciel bleu, etc. Et ça j'ai fait pendant 2-3 mois, j'ai pas... De temps en temps je devais descendre parce que les maroliers m'appelaient pour aller boire une soupe ou boire une bière quand on dit merci gagner le Tour de France, hein, c'était l'ambiance. Et comment a été accueillie cette fresque dans le Très quartier? bien. Il y a une expression, par exemple, il y avait une vieille marolienne qui disait Alleen nu, het is altijd goed weer in de Marol. Parce que j'avais fait que du bleu au début. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Et puis, quand elle a vu que je commençais avec du bleu, c'est une Oui, expression. parce que ça a dû interpeller au départ. Oui, hein. oui, oui. Et puis, ça, c'est resté quand même un certain nombre d'années, et puis ça a commencé à appeler. Alors, Van der Bist m'a dit, à ce moment-là, j'étais déjà à Paris, il m'a dit, est-ce que tu veux? Je dis, non, on ne peut pas restaurer, ça, c'est pas possible, c'est pas grave. Une image disparaît, on en garde le souvenir. Mhm. Et on a des photos, évidemment. Donc ça reste... maintenant, quand je retourne là, je vois un truc... Ils ont construit des trucs. Ça fait un peu dur, mais bon. Ça fait dur, oui, ça je pense bien. Oui. Mais oui, ça a été... Il y a eu d'autres choses qui ont été plus dures, c'est quand on construit un immeuble devant ta fresque sans te dire quoi. Mhm. J'ai eu ça à Paris, quoi. Donc Paris. À Alors, Paris. Paris, qu'est-ce qui se passe à Paris? Mais à Paris, c'est après le métro. En fait, l'histoire des fresques, il y a une apothéose un peu avec le projet du métro, Mhm. qui me dépasse complètement, parce que j'ai un projet qui doit durer 6 mois et ça dure 4 ans. Donc pour les spectateurs qui vont découvrir, donc tu as fait une grande fresque ici, dans une station de métro à Bruxelles. Voilà. Van der Velde. Voilà. Et bon, le projet englobait tout, parce que c'est une époque où on essayait, quand même, les ingénieurs, les artistes, il y avait un comité de choix artistique, il y avait des gens très compétents, tout ça, il y avait une collaboration entre le service technique et les artistes et tout ça. Et moi je dis, je veux aller un pas plus loin, parce que je ne veux pas avoir des faux plafonds en inox qui ne vont pas avec la peinture, je veux tout faire. Mhm. Donc j'imagine un projet global, depuis le sol jusqu'au plafond, tout ça. Et C'est retenu. c'est retenu. Mais là, je m'engage vraiment dans un truc très compliqué. Tu t'es jamais risqué dans un truc aussi pharaonique? Non, je ne m'en suis pas rendu compte. Non. Surtout qu'au début, la maquette était assez simple. Mhm. C'est des collines, des paysages. Et puis, L'herbe a poussé, quoi. puis je commence à peindre, je démarre, etc. Puis je dis non, c'est un peu trop plat, ça j'ajoute. Puis je commence à faire des petites feuilles. Et puis finalement, je détaille un morceau sur quelques mètres carrés. Il y a même des fourmis et tout. Et on me rappelle alors, en me disant, mais tu sais, on va inaugurer bientôt. Le ministre va venir, tu te débrouilles, hein, tu leur dis, parce que tout le reste est blanc. Hein. Il y a juste un petit morceau. Tu es resté accroché à un coin où tu es rentré dans le détail. Je suis rentré dans le truc, parce que je me dis, bouf. Puis tant pis, de toute façon, débrouille-toi, tu ne seras pas payé, hein, tu te débrouilles. Hein. Ton contrat va 3 mois, et puis quand tu auras fini, les 3 derniers mois.
Donc, bon, alors le ministre vient, toutes les grandes personnalités de l'époque. Et alors, je dis, écoutez, monsieur le ministre, vous avez la chance d'inaugurer une fresque qui n'est pas terminée. Ah ben c'est très bien, continuez, il m'a dit. Voilà. Donc tu avais le donc, blanc-seing du ministre. Je me suis débrouillé, j'ai dû faire d'autres boulots en même temps, enfin j'ai fait d'autres, je me suis débrouillé. J'ai même fait des timbres poste à un moment. Ah, d'accord. Donc c'était passé du petit au grand. Et puis là, l'expérience sociale était intéressante parce que je travaillais maintenant la nuit ou en public. Et alors j'avais la présence des voyageurs, des gens du quartier, qui venaient me dire, mais pourquoi tu peindrais pas ça en plus? Il y avait une petite maison là avant, enfin ils apportaient des cartes postales, des trucs. Ah, voilà. Là ça va pas durer 4 ans, enfin je ne sais pas combien ça va durer. Toujours est-il que ça s'est très bien passé, il y avait des hivers froids, et puis 4 ans après. Donc ça date de quelle année cette... 79, et j'ai eu fini en 83. Ça rend compte, hein. 83, je me souviens très bien, le soir, les dernières touches. On sait se consacrer une dernière touche. On se dit, tiens. Mais oui, parce que ce jour-là, il y avait le raccord. Ah. Alors je dis, j'ai invité les copains, ils ont une bouteille de champagne. Mais, entre-temps, j'avais dit, mais il faut quand même, c'est trop bête de ne pas garder, d'avoir une image. Alors à l'époque, j'ai trouvé un copain qui était cinéaste, et il a dit, mais écoute, on va se débrouiller, on va faire un film. C'est Pierrot de Heuge. Et alors on a eu le soutien d'RTL qui nous a... Et on a eu toute une équipe, un rail de personnes, enfin, ça a été un truc incroyable. C'était déjà Jean-Charles de Kayser qui était là. Juste avant, et puis je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ils ont tout bloqué à un moment. Ah, d'accord. On a dû tout cacher, et puis il y a eu, ça a été en justice. Berenbaum nous a aidés. Et finalement, on a dit, allez, les bobines, les voilà, elles ne sont pas effacées, débrouillées. Berenbaum était déjà là. Oui, parce que c'est lui qui m'avait rédigé mon contrat. Ah, il était tout jeune hein, aussi alors. Oui, oui. Donc tu le connaissais déjà. Je le connaissais d'avant parce que j'avais fait une fresque à l'Eldorado. Ah, voilà. Qui a aussi disparu. Un jour, d'ailleurs, à l'Eldorado, là, c'était drôle. Parce que j'avais représenté tous les personnages du cinéma sur une scène, Charlot. Et puis un jour, l'Eldorado est vendu. Et c'est l'UGC qui rachète. Et à cette époque-là, j'étais en train de faire les fresques chez Séguéla à Paris, dans son bâtiment de la pub. Et ils avaient le budget UGC. Et il y a une dame de la communication, très fière, de « Ah, mais c'est vous, monsieur de Gobert. Écoutez, si ça vous intéresse, nous venons de racheter un complexe à Bruxelles. Si vous voulez bien, vous pourriez participer à la nouvelle décoration. » J'ai dit « Chère madame, vous avez détruit ma fresque pour faire votre nouvelle, alors ne comptez pas sur moi. » Ah bon? Non, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils l'ont démoli sans rien me dire. Sans rien dire. Enfin voilà. Donc ça, c'est déjà le combat pour les droits. Donc il est toujours bien épaulé par Alain Berenbaum. Oui, à l'époque il n'était pas sur le truc. Par contre il m'a soutenu pour une fresque à Paris, dans le Fouquet's. Voilà. Qu'on avait me sucré aussi, et que là je les ai carrément attaqués et j'ai gagné le procès. Qui va être surpris Alain parce que je le suis, il doit venir dans le fauteuil prochainement. Tu vois, c'est amusant de voir comme les personnalités se rassemblent. Oui, donc je pense qu'on a eu à m'écrire. Surtout que le plafond du palais de justice commence à tomber sur la tête des avocats. Donc alors, il y a le après-métro. Après métro, je dis, bon, allez, j'ai fait tellement de trucs à Bruxelles, c'est bien. C'est alors c'est très curieux, parce que le lendemain de l'inauguration du métro, je dis, je suis dans un trou noir, il fait froid, j'en ai ras-le-bol. Je rencontre Roger Vanol dans un bistrot. Qui est Roger Vanol? Un comédien belge d'Anvers, qui est assez connu, qui a joué dans des films assez connus. Et je le connaissais indirectement par Luc Monem, qui était un ami d'enfance, enfin d'enfance, de ma jeunesse. Et il me dit, tiens, je rentre demain chez moi, parce qu'il habitait en Guadeloupe. Je dis, ah, mais je viens en Guadeloupe, demain je viens passer 15 jours, parce que j'ai envie de soleil. Tout ça.
j'ai jamais vu ce pays, je veux dessiner quelques palmiers, une fois changer des herbes de Bruxelles. Et le lendemain, je me retrouve en Guadeloupe, là, et je vais passer un moment avec Roger sur son... Et là, je rencontre Jacques Seguela qui était en vacances et qui me dit, écoute, tu viens d'ouvrir une nouvelle agence, il faut que tu viennes... J'en ai parlé à mes collègues, il faut que tu viennes repeindre tout ça si tu veux, viens à Paris. Je dis, bon, on va voir. Puis j'arrive à Paris, là il n'avait rien dit à ses collègues, il s'était engagé, quoi, ça va coûter combien? Finalement, bon, on fait même pas un contrat, on fait un arrangement, et je dis, bon, ben, comme j'ai envie de changer d'air, je reste à Paris, et c'est comme ça que je me suis un peu incrusté là-bas. J'ai commencé à faire des projets pour... Incrusté, ça veut dire que tu t'es accroché là-bas. Je me suis accroché. Combien de temps? Presque 20 ans. Presque 20 ans. Je me suis marié, j'ai eu mes filles là, donc j'ai commencé à travailler, même j'ai fait des choses pour la ville. Et ça m'a ouvert des portes aussi, parce que la France m'a permis d'aller en Jordanie et faire des trucs en tant que Belge. C'était bien. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre de Paris, je dis bon, allez, je reviens en Belgique. Voilà. Enfin, ça c'était un peu ce parcours un peu sinueux, mais dont je me souviens et je regrette rien du tout, parce que tout, même le moment difficile, c'est toujours comme ça. Hein. Mais là, on est dans le monumental, entre guillemets. Oui, mais j'ai toujours, parallèlement à ça, continué à faire des petits dessins. Quand je faisais des voyages, je partais dans le Sahara pendant un certain temps, j'avais mon carnet de croquis, mes pastels, je dessinais, donc j'avais toujours dessiné des forêts. Ça, c'était à Paris, j'allais beaucoup dans les forêts dessiner. Donc j'avais une production parallèle que j'ai jamais montrée à l'époque. La première fois que je l'ai montrée, c'était à Bruxelles, je crois. Et à l'époque, j'avais fait un premier guide pour Bruxelles, promenade autour de Bruxelles, où il y avait des dessins. Et bon, alors j'ai commencé à avoir envie de faire autre chose que des fresques, ou revenir à mes vieilles habitudes, et à réaborder la peinture, revoir la peinture de Chevalet autrement. Je reviens au carnet de voyage, tu fais ça avec un peu d'aquarelle ou bien au fusain? Il y a tout. Il y a tout. Ça dépend des endroits où je vais. Dans le Sahara, pas question d'employer des aquarelles, c'est du pastel ou de la peinture acrylique qui séchait vite avec du sable, des trucs comme ça. En Mongolie, c'était du pastel, de l'aquarelle et un peu de peinture à l'huile. Mais c'est plus compliqué pour le transport. Ou des dessins à la plume, toujours. Dans le Sahara, beaucoup de dessins. Je me promenais avec des Touaregs, donc chaque jour, il y avait des étapes. Donc, toute la journée, sur un dromadaire, sous le soleil, c'est difficile de dessiner. Donc là, c'était dans le rêve. Et puis on s'arrêtait à midi, on faisait la sieste. Et moi, je me mettais à l'ombre d'un caillou ou d'un rocher et je dessinais. Et le soir, le coucher de soleil. Et le matin, à l'aube, avant qu'eux ne se réveillent. Donc, des moments magiques, quoi. Donc, tout ça, c'est des caisses entières de dessins, des choses que j'ai jamais montrées aussi. Hein, dans chaque voyage où j'allais, que ce soit en Allemagne ou quand j'étais aux États-Unis, il y avait toujours au Moyen-Orient. Parce que là, tiens, du coq à l'âne. Oui. Un soir de vernissage, 1 heure avant le vernissage, dans quel état d'esprit es-tu? Je crois que je bois un verre avant d'avoir le premier verre de champagne. Je pense à autre chose. Ou bien je me dis, ouf, oh là là, ce tableau-là est vraiment nul. Encore, au dernier moment. Oui, je rajouterais bien quelque chose. C'est un peu comme l'histoire de Bonnard qui retournait au musée, il a rajouté une touche, et le gardien l'attrape, et il dit, monsieur, vous faites quand même, je voulais retoucher une touche sur mon tableau. Ça m'arrive de dire, ah non, j'ajouterais bien quelque chose. Alors tout de suite, j'ai une de mes filles qui me dit, papa, tu touches pas à ce tableau, retourne-le, fais-en un nouveau. Parce qu'il y a des tableaux, des forêts que j'ai faites, qui ont mis 10 ans. Donc c'est d'abord un truc presque abstrait, puis ça s'accumule, et puis ça devient une forêt sauvage. Mais c'est intéressant aussi, parce que là,
c'est un peu comme, on écrit un roman, on ajoute chaque fois une phrase, Mhm. et pourquoi pas sur un tableau, quoi. Mhm. Rien ne dit que dans les grottes de Lascaux, il n'y a pas... J'aime bien cette référence parce que là, comme on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, ou on a des hypothèses, on peut imaginer que tout s'est superposé. Pour cacher une autre histoire moins Oui, jolie. voilà. Voilà. Moi, j'ai vu des fresques dans le Sahara, et ce sont des Touaregs qui m'ont dit, je vais te montrer quelque chose. Parce qu'ils m'avaient vu dessiner. Ils disent, chut, on ne peut pas savoir, parce que si les touristes viennent là, ils peuvent casser ou mettre des graffitis. Donc j'étais en cachette, ils m'ont montré des peintures magnifiques. Et il y avait là, on voyait bien qu'il y avait des superpositions. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait des époques différentes où il y avait eu des choses. Alors est-ce que c'est ça qui m'a donné envie de retoucher mes tableaux? C'est parce que je crois qu'on peut peindre dans le temps, hein. On n'est pas obligé de peindre dans une distance courte, hein. Les choses peuvent... Parce qu'il y a des tableaux qu'on garde. On s'est toujours demandé pourquoi, par exemple, on parle des Picasso de Picasso. Ces tableaux qu'il gardait pour lui, les siens. Ben, parce qu'il y a des références pour lui, probablement. Des tableaux, des recherches. Oui, Et voilà. je crois que tous les artistes ont ça. Il y a des périodes de leur vie, il y a des choses qui doivent faire référence. Parce que si on n'a plus rien, on ne va pas aller au musée ou une photo, ça ne suffit pas. Il faut là. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, le livre précédent que j'ai dessiné, enfin, je n'ai même pas dû le dessiner, les dessins étaient là, j'ai écrit l'histoire en regardant les dessins, en fouillant dans des milliers de dessins depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Donc c'était le monde à l'envers. C'est écrire d'après des dessins. Donc c'est ça, c'est retrouver. De temps en temps, je vais fouiller là-dedans et il y a des idées qui reviennent, il y a des choses qui... L'importance des odeurs, des parfums. Ça, c'est très important. Bon, plus les odeurs que le goût, je dirais, chez moi. Par exemple, j'ai des souvenirs de Grasse, parce que j'avais une tante qui avait une école de danse là-bas. Donc j'allais souvent en février, dans des périodes où il y avait des profusions d'odeurs. Je pense au livre Le Parfum de Suskind. Et dès que, si j'ai un oranger, ça me rappelle tout de suite. Je revois le... Non, immanquablement. La pomme, c'est chez De Gobert, c'est ce parfum de pomme qui a C'est chez vrai. toi. C'est parce que c'est des pommes qui sont pures, Oui, purement... enfin, pures, je veux dire, des pommes qui sont naturelles, voilà. n'ont pas été traitées, quoi. Qu'on voit en pomme, qu'on voit en compote, qu'on voit en jus. Mais en ce moment, c'est du délire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de pommes que cette année. Ça croule. Et chose exceptionnelle, j'avais fait des greffes des pommiers mourants qui allaient disparaître et qui sont encore vaguement là, qui sont des pommiers de mon enfance. Et j'ai greffé des branches de ceux-là sur un nouveau. Ça a pris. Et trois sortes de pommes différentes sur le même arbre. Sur le même arbre. Donc, mais ça se faisait avant. Hein. Ça se faisait avant déjà. Oui, oui. Donc, enfin, je ne sais pas à quelle époque, où il y a un siècle ou il y a 50 ans, c'était un plaisir. On faisait tant de sortes de pommes, tant de sortes de pois sur le même tronc. C'était un jeu. C'est un jeu, Mais c'est intéressant pour déguster après. Oui. Hein, ça, c'est la première année qu'ils ont donné des fruits. Voilà. Donc, des 3 pommes différentes sur le même arbre. Donc ça va finir dans un tableau, j'imagine. Oui. Toujours jardin sauvage, évidemment. Quoi. Ça, c'est le jardin sauvage. Oui. Tu vas te demander pourquoi le jardin sauvage. Bon, mais le jardin sauvage, c'est une façon, c'est une vision un peu philosophique, un peu... C'est-à-dire que l'humanité, on n'a jamais arrêté de contraindre la nature, de voir imposer notre loi par rapport. Or, on en fait partie. Et à force de vouloir imposer notre loi, on finit par la mettre en question, la détruire. Ça ne se voyait pas tellement avant, maintenant ça devient évident. Donc il est important de faire un peu marche arrière, de prendre conscience de tout ça. Et moi je trouve qu'un jardin, ça ne doit pas être nécessairement l'extension du salon. Comme maintenant, on vend une maison, il faut qu'il y ait le petit gazon, les petits buis, le machin. Mais où est la nature là? Ouais. Donc c'est une architecture qui envahit tout. Mais la nature a sa propre architecture, beaucoup plus inventive,
surprenantes, avec des surprises, des choses étonnantes, avec des choses... On ne doit rien acheter comme plante, tout est là. On laisse pousser, et alors on gère un peu si on veut que ce soit... Sinon ça devient une forêt, bien sûr. Moi, ce que j'ai admiré dans ton nouvel ouvrage, c'est les couleurs. Les couleurs du noir et blanc, Oui. les couleurs du trait. C'est extraordinaire. Parce que... On oublie le manque de couleurs, Oui. entre guillemets, parce qu'une fois, tu offres une perspective dans chacun des dessins. Pour te dire que j'ai plus fait de couleurs depuis 1 an. D'accord. Et je me suis concentré sur le noir et blanc et le dessin, le papier différent, et alors les gammes de fluidité de l'encre et tout ça, la gestuelle. Mais on oublie le manque de couleurs. Oui, voilà. Et donc, les couleurs, moi je les vois évidemment. Oui, nous les voyons. Voilà. Voilà. Il faut dire que l'impression, la photogravure, la mise en page, tout ça a joué, hein, parce que c'est un travail collectif quand même, à ce niveau-là. C'est que tous les dessins n'étaient pas tous sur le même papier, donc il y a tout un travail technique qui a été fait pour unifier, pour donner une... Mais, alors, tu rencontres ton ami ou tu invites ton ami, tu vas expliquer comment s'est fait cette rencontre avec Pierre Lose. Tu le connais depuis... Depuis très longtemps, parce qu'on s'est connus quand il était... moi j'étais encore étudiant. Lui, il faisait déjà l'histoire de l'art, donc il fréquentait les galeries. On se croisait dans des soirées de jeunes et tout ça. Et il était déjà très... il classifiait bien les choses, parce que je me souviens qu'un jour, il est venu chez moi. Il a un regard sur l'art. Oui, et il avait des boîtes de dessin. Il dit, je dis, regarde si tu veux. Et il a commencé à tout trier. Et moi, je suis sorti, je dis, allez, amuse-toi. Voilà. Et après, en fait, il a commencé à écrire des livres sur l'architecture, le palais de justice, etc. Et puis, il a eu envie, la première monographie qu'il a faite, il a voulu le faire avec moi quand j'ai eu fini le métro. Et donc là, je lui racontais mon histoire, et il écrivait. Et on a fait ce premier livre avec Marc Vocard, qui était quand même un aventurier extraordinaire. On a dû courir partout, trouver les sous et tout ça. Ça a été toute une histoire pour sortir ce livre quand j'avais fini le métro. Je voulais que ça sorte parce qu'il y avait la fin. Ça, c'est la première expérience collective que j'ai avec lui. Et il m'a dit, oui, mais j'ai fait beaucoup de portraits d'architectes après, mais c'est avec toi que j'ai commencé. C'est la première idée de... Et puis on avait des conversations sur le jardin déjà, sur l'importance de la nature, l'écologie, tout ça, ça a commencé déjà. Et après, quelques années après, il a imaginé ce guide des promenades autour de Bruxelles. Où là, j'ai carrément fait des dessins, où j'avais le circuit de la promenade, je faisais la promenade et je disais, tiens, là j'ai envie de faire un dessin, là j'ai envie de faire un dessin. Et après, ils ont mis tout ça en page. Je vois encore des gens qui se promènent parfois dans ma rue avec le guide, parce qu'il y a encore des parcours qui restent. On en a fait un autre à Namur, dans les paysages wallons. Et puis voilà, et puis ça a été... puis on est resté en parfait contact, et on a toujours... Alors pour le présent ouvrage ici, donc le Jardin sauvage, il t'accompagne parfois sur le terrain? Non. Non. Non, c'est-à-dire que j'ai été après. dessiné chez lui dans son jardin. D'accord. Bon, il avait écrit ce texte que j'ai lu, qui est une évocation un peu philosophique et un peu autobiographique. Le texte existait avant? Oui. D'accord. Il existait, je l'ai lu, et il m'a dit, est-ce que tu peux faire des dessins? Je dis, oui, je vais faire des dessins, mais je ne vais pas illustrer ton texte, je vais faire des dessins. Je vais lire ce texte, et je vais voir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je mettrai en rapport, en croisement. Parce qu'en fait, c'est une espèce de partage de... Il y a sa vision, son histoire qu'il a racontée, qui est très personnelle, philosophique aussi, qui recouvre des idées que j'ai aussi. Et puis je dis, bon, moi je vais dessiner. Et j'ai commencé à dessiner beaucoup en noir et blanc, et c'était suite à une période où je dessinais mes rêves, le matin. Donc c'était devenu des dessins beaucoup plus libérés, un peu automatiques, parce que je dessinais dans le noir en me réveillant. Et donc j'ai continué à dessiner un peu dans cet esprit-là. Donc les dessins ont un côté assez spontané, mais un peu nébuleux, des rêves, parce qu'en fait c'est une histoire de chemin parallèle, une histoire où il parle de ses rêves, de ses souffrances par rapport
à sa sœur qu'il a perdue et tout ça, et des évocations de traverser de Bruxelles et prendre son chemin en marge et d'être dans une voie parallèle et tout ça. Et donc là, j'ai retrouvé un peu mes sentiers de promenade, ce qu'on appelait les sentiers de l'école buissonnière, si on peut dire, hein, parce que finalement, c'est les moments les plus savoureux quand on doit aller à l'école et qu'on fait un petit détour, quoi. Et puis on a inventé une histoire, pourquoi on est en retard. Hein, mais, donc l'imagination se développe dans tous les sens. Aussi bien dans le mensonge, mais ce n'est pas un mauvais mensonge, quelque part c'est une création en ce moment-là. C'est-à-dire que c'est l'imagination qui vous apprend à être autonome, à vous débrouiller, et à parer par rapport aux exigences de la société. Donc les sentiers parallèles, c'est très intéressant. D'ailleurs les promeneurs, ils aiment bien. Maintenant, il y a beaucoup de sentiers qui ont disparu, mais maintenant on les remet en état pour faire des promenades parallèles par rapport à une route où il y a trop de voitures, par exemple. Donc et puis tout ce qu'on découvre sur ces sentiers. Il y a des sentiers qui sont complètement à l'abandon, mais alors on peut croiser un animal, un renard, il y a un silence, on peut... Alors je reviens sur l'écrit de Pierre Lose. Quand il découvre les dessins qui vont accompagner le récit, qu'est-ce qu'il dit? Mais il est étonné, et il me dit, ah ça j'aime bien, il y a des choses qu'il préfère. Et il me dit, ah tiens, regarde dans mon jardin, il y a cet arbre-là, t'as pas envie de le dessiner? Le pommier, là, ça ne t'intéresse pas? Je dis, oui, je vais voir. Mais ça a toujours été, il m'a fait... Parce que c'est pas toujours évident, hein, parce que lui, dans son texte, il a une idée. Non, il n'a jamais voulu, et c'est ça que je trouve remarquable. Il n'est pas venu interférer, quoi. Non, il m'a dit, écoute, tu lis le texte et tu fais comme tu le ressens, et on verra la mise en page. Et là, on a fait confiance à M. Sarfati, qui a fait une très belle mise en page, qui a bien compris l'esprit des dessins. Il a fait des liens. Parfois, il y a des liens avec le texte, mais parfois pas du tout. Donc, c'est en fait deux visions qui se croisent parallèlement. Et il y a des liens. Alors, il y a certaines personnes qui ont cru que c'était moi qui racontais mon histoire, ou Pierre qui racontait mon histoire. Ah, d'accord, voilà. Alors que l'histoire que Pierre raconte, c'est pas mon histoire. Non, il y a des événements qui se croisent, parce qu'il y a quand même des événements... Son propre vécu. Son vécu, cette tragédie de la mort de 2 personnes. Et là c'est vrai que j'ai évoqué, j'ai fait des petits portraits de sa sœur qui apparaît dans... Parce que je ne l'ai jamais connue. Tu ne l'as jamais connue. Donc j'avais une photo et le texte me disait des choses, donc j'ai essayé d'évoquer l'image de cet être qui était là sans être là. Donc tu as donné une autre émotion à oui, son... voilà. Oui, parce que c'est quand même... J'ai lu ce texte plusieurs fois. Hein. Oui. Et je me suis imprégné un peu comme si... C'est comme s'il y avait une musique que j'écoutais souvent. Un morceau de musique que j'aime bien, j'écoute tout le temps. Tu es mélomane? Oui, j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas de choses précises. Tu peins en musique? Oui, je peins souvent en écoutant la radio, parce que quand ils racontent des histoires intéressantes. Ah, d'accord. Mais quand je suis dehors, j'écoute les oiseaux. Oui, d'accord. Mais chez toi, donc... dans mon atelier, j'aime bien... Oui, la musique, ça apporte quelque chose. Mais c'est très différent. Hein, mais, par exemple, quand j'étais en Allemagne, je me suis retrouvé dans la même chambrée que Philippe Catherine. Qui est Philippe Catherine? Un grand guitariste belge, qui est un de nos plus grands musiciens, qui a joué parmi les plus grands, avec Toots Thielemans et d'autres. Et j'arrive à la caserne, et je vois des fils partout, des guitares qui traînent, et de la musique, du son partout comme ça. Je dis, c'est quoi ça ici? Ah ben c'est Philippe Catherine, il est là. Il s'occupait il était au bureau de la direction, et alors, on a sympathisé, et puis alors, on était près de Cologne. Donc on a fait des nuits de jazz, on faisait le mur avec la complicité des adjudants. Je ne dis pas, alors on rentrait aux petites heures, on faisait le mur, mais on avait passé... Et puis il faisait des concerts, et puis c'est pour ça que j'ai demandé qu'il fasse la musique de mon film après. D'accord. Et donc ça il a fait. Et parfois je le rencontre, là, il sort du train à la gare du Midi. Tiens Philippe, salut. On se retrouve comme ça. 30 ans après, c'est assez magique. Pour revenir à ton parcours, est-ce qu'il y a des grandes couleurs dans ton œuvre? Telle époque c'est plutôt vers ceci, telle époque c'est ça. Oui, il n'y a pas que la période des saisons, mais c'est vrai qu'il y a une période
là, je dirais à la période désertique, Oui. quand j'ai beaucoup voyagé dans le Sahara, ben, il y avait des dominants de couleurs Oui. brunes, sable, chaud, des trucs comme ça. Il y a eu des périodes plus froides. Même la forêt, j'ai beaucoup dessiné la forêt en noir et blanc. Mhm. Et là, c'est des périodes plus tragiques aussi. J'ai passé beaucoup d'été en Normandie avec mes enfants, et là, toujours au même endroit, je peignais avec elle, d'ailleurs on allait à l'aube ou sur la plage. Et là, c'est encore autre chose. Là, c'est un peu pour retrouver la mer du Nord qu'on n'a plus, quoi. Mhm. Un peu cette espèce Oui. d'espace infini avec des... Oui, ce côté sauvage Et disparaît. voilà. Et ça, j'ai beaucoup peint là-bas. Mhm. Et là, il y avait la mer, et derrière, il y avait le marais, comme on dit. Et là, c'est tout vert. Et la mer, c'est... alors là, toutes les couleurs possibles, imaginables. Donc là, il y a beaucoup de tableaux que j'ai fait. Et alors, parce qu'il y a dans une vie, et moi je pense que c'est très important de faire valoir la différence des choses qu'on peut faire dans une existence. Et pas formater maintenant, comme le fait un peu l'art Mhm. l'art dit contemporain. C'est aussi là, il y a une espèce de... quelque chose qui est un peu faussé, il y a un peu de... On veut même, non, souvent on m'a dit, mais toi, tu fais des fresques, tu ne dois pas faire des tableaux. Je dis, quoi? C'est pas à vous de me Donc dire c'est un ce que je dois support faire. différent, quoi. C'est différent. Euh, alors quand un peintre est mort ou qu'il a eu une grande carrière, je peux te prendre l'exemple que ce soit Matisse, Picasso, Mondrian, mais qu'est-ce qu'il a fait au début, qu'est-ce qu'il a fait après, où est-ce qu'il est arrivé? Il y a des choses qui ont rien, qui apparemment on justifie tout, mais il y a des choses qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Donc aujourd'hui, je revendique le fait que j'ai fait des choses totalement différentes, Mhm. qui n'ont pas le même intérêt, qui n'intéressent pas les mêmes gens, mais ça n'a pas d'importance parce que le monde est diversifié. Oui, tu as voyagé, tu as vu, tu as découvert, Et donc, tu as été influencé. moi, par- ce qui compte, c'est ce que je ferai demain. Ce que Oui. je fais aujourd'hui, ce que je ferai demain. Mhm. Tout en regardant ce que j'ai fait avant, mais je n'ai pas à me dire, non, je veux m'interdire rien. Rien m'interdire, et je fais ce que j'ai envie, et de plus en plus. Je me sens de plus en plus libre de tout ça. Mhm. Et je vois que quelque part, c'est productif, parce que les derniers dessins de ce livre, ben, il y a des choses nouvelles qui s'annoncent, parce que j'ai vraiment eu envie de faire ce que j'avais envie, quoi. Ça, c'est... Tu as un ou deux grands noms qui t'ont influencé, qui ont été des maîtres pour toi? Oui, il y a Dürer, bien sûr, ça Mhm. c'est pour le dessin. D'ailleurs, je copiais des Dürer. Mhm. Même, j'aimais beaucoup Victor Hugo, les dessins de Victor Hugo. Sinon, dans les peintres, il y a toute l'école italienne, il y a Delacroix, enfin, il y a une période où j'étais fou de Van Gogh. Mhm. Mais c'est toujours peut-être un peu le côté plus lyrique chez moi. Mhm. Quand j'étais gamin, j'allais beaucoup au musée d'histoire, musée ancien, voir les primitifs flamands, hein, les Bruegel, les Jérôme Bosch, Mhm. tout ça pour les images, les associations d'images, le vécu, hein, le vécu des choses. Et dans les personnages vivants que tu as rencontrés, pour lesquels Alors, tu avais peut-être une admiration ou... bon, j'ai rencontré beaucoup d'artistes vivants, il y en a que... qui t'ont donné Ah oui, une gifle. je ne l'ai pas inventé personnellement, mais il est toujours vivant, c'est David Hockney. C'est vrai que D'accord. lui, justement, par la multiplicité de ses inventions et du dessin qu'il a remis. Parce que je me souviens, j'étais encore étudiant à Saint-Luc, et la première. David Hockney n'était pas encore connu mondialement, et un certain monsieur Jean Lay, qui dirigeait une partie du Palais des Beaux-Arts, avait une petite galerie. Il avait présenté des gravures de David Hockney. On n'avait jamais vu ça. Et un de nos professeurs nous a dit, allez voir ça, c'est intéressant. Alors on a vu ces gravures, des dessins figuratifs, parce qu'on était dans une période d'abstraction totale. Hein, et c'était le retour à la figuration. Les peintres anglais qui ont été exposés aux Beaux-Arts. Et ça a été une révélation. Il y a aussi un peintre qui m'a beaucoup influencé, je crois, c'est Bonnard, parce que j'ai été voir, quand j'étais étudiant, j'ai été voir sa rétrospective à Paris. Et aussi une énorme rétrospective de Picasso, parce que comme dessinateur, je le trouve extraordinaire. Pour sa liberté, son invention. Et puis jusqu'à la fin, où il redessine comme un enfant. Mhm. Voilà, ça c'est... Maintenant, le regard inverse, dans les jeunes, quels ont été les curieux
qui t'ont approché. Des jeunes qui sont là, bonjour monsieur, comment ça va, j'aime bien, et que tu vois par après qui ont pris... Mais j'ai eu des élèves. Oui. Et dans ces Quand élèves j'étais à... il y a un jeune homme qui a pas mal réussi, c'est Michel François, il y a Anne Courtois, enfin, j'ai des élèves qui ont fait leur chemin. Moi, je passais dans une école où j'ai donné cours pendant quelques années, l'ancienne école où j'avais été élève, mais c'est devenu l'ERC, c'était autre chose. Et là, j'avais une vision assez particulière. Je donnais un cours de dessin. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Puis j'ai dit, mais non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne veux pas devenir fonctionnaire. Je suis parti. Mais il y a parmi ces élèves, plusieurs élèves qui ont fait des choses, quoi. Bon, j'ai rencontré des artistes un peu partout. C'est vrai, dans le monde, il y en a peut-être beaucoup. Hein, je ne pense pas... Il y a des photographes, il y a des... Dans les lectures, tu lis. Oui, alors je te parlais tout à l'heure de Lamartine, le voyage en Orient, parce que d'abord je trouve que chaque texte est écrit avec une force extraordinaire de description. À l'époque où il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas encore, il y avait que sa plume, c'est son journal. Et en une page, il arrive à te décrire tout un monde, tu as l'impression d'avoir un film, tellement c'est puissant et fort et évocateur. Et j'ai redécouvert des endroits que j'ai visités au Moyen-Orient, que lui avait décrits. Je me dis que ça devait être un paradis si avant, il n'y avait rien. C'est très intéressant. Parce que lui aussi, bon, c'était un personnage politique, c'était un personnage diplomatique, mais il avait une plume extraordinaire. Donc la littérature peut te replonger dans des endroits, dans des odeurs, dans des parfums qui peuvent susciter quelque chose. Il y a aussi dans l'écriture, dans les nouveaux romans, La robe grillée, j'avais beaucoup aimé à une époque. Notamment La jalousie, c'est de lui, je crois, avec l'histoire des... C'était très figé, c'était des images avec des bananiers, des trucs. Donc il y avait des images. Ça, c'était pendant ma période à l'armée. Il y a plein d'écrivains. Il y a des classiques aussi que j'aime beaucoup relire. Les Fables d'Ésope. La Fontaine, j'aime beaucoup. Ah oui, mais là tu rejoins un petit peu l'observation de l'âme humaine avec avec la nature. Là. Oui, alors j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de ce peintre qui se pend à la fin de toute l'histoire. L'histoire d'un tableau. Et ça, je trouve plus son nom. Un tableau qui va beaucoup influencer, c'est le bœuf écorché de Soutine. Ah oui, oui, oui. Mais Soutine, j'aimais bien aussi ce personnage. Oui, parce qu'il y a le côté expressionniste. Oui. Ben, il y a eu des périodes où j'étais plus expressionniste, c'est vrai. J'étais tenté par... Mais il y avait toujours le dessin derrière. Voilà. Le pinceau. Alors, évidemment, les peintres japonais, Hokusai, tous ces maîtres du pinceau. Ah oui. Ça, pour moi, c'est magique. Il y a quelques pages dans le Jardin sauvage où vraiment il y a une finesse qu'on peut retrouver chez ces maîtres-là, effectivement. Ben, il y a une approche de la nature, il y a une méditation sur l'espace environnant qui est chez eux, qui est presque religieux. C'est comme certains peintres, comme Primitif Flamand. Moi, j'ai récemment redécouvert l'or des icônes. L'utilisation de l'or comme espace qui correspond au vide, au miroir, au blanc. J'ai fait des expériences avec des fonds dorés. Et je trouvais ça assez fascinant. Que tu colles au blanc d'œuf alors. Oui, ou bien même avec... Parce que maintenant, il y a des fausses feuilles d'or qui donnent le même... mais qui peut coller avec des colles plus actuelles. Mais c'est ce jeu de cette matière qui s'envole pour un rien. Ça, j'avais découvert avec mon père parce qu'il faisait de la dorure. Il avait appris ça et je voyais mettre sa feuille dorée. Et puis la porte s'ouvrait. Oh là là, engueulait tout le monde et la feuille partait. T'as un pli dedans, c'est foutu. Mais c'est même beau quand c'est plié. Moi, j'ai fait une pomme dorée. Une pomme qui s'est desséchée.
et je l'ai couvert de feuilles d'or, et c'est devenu une pomme, comme dans la mythologie, des pommes du paradis, quoi. L'histoire. C'est gai de croquer. Oui. Mais maintenant, c'est la saison, hein, il faut croquer. C'est vrai que quand tu me parles de couleurs, il y a vraiment, il y a les odeurs liées, par exemple l'automne, c'est quelque chose de magique. Quand brusquement ça commence à exploser. Mais c'est ça que je te parlais tantôt, quand tu es tombé dans cette vase et que tu es ressorti, je me demandais, parce que bien souvent, c'est le parfum qui accompagne ça. Oui. Mais là, c'était plutôt le parfum qui a coulé. Et je pense que, oui, parce que je pense que tu es sensible justement à ces parfums. Oui, oui. Ah oui, moi je suis sensible au parfum. Quand, par exemple, je me souviens à Paris, quand la porte d'ascenseur s'ouvrait de ces maisons de marketing, sortait un homme en attaché-case dont le parfum le précédait et dont on pouvait donner déjà la marque en se disant celui-là je ne prendrai jamais. Voilà. C'était presque une Écœurant. agression. C'est une agression, quoi, C'est une et agression. que les gens ne s'en rendent pas compte, quoi. Oui, c'est vrai. Et que non, il faut à utiliser avec modération. C'est vrai, parce qu'il y a déjà tellement de parfums naturels. Le raisin, tu n'as pas beaucoup peint le raisin. Non, c'est vrai, mais c'est pas tellement de chez nous. Maintenant, ça vient. C'est pour le côté enivrant que tu as fui. Peut-être qu'il y a trop de petites boules. Je préfère une grosse boule qui la pomme. Mais c'est pas. Mais il y a Bacchus, hein, tous ces, ça a été tellement bien peint que je me dis. Oh là là. Mais c'est vrai que dans la pomme, il y a une richesse de couleurs extraordinaire. Oui, mais dans la pomme, il y a toute une histoire. Oui. C'est ça aussi. Hein. Cette espèce de. C'est une planète finalement qui change, qui évolue. C'est un fruit universel. C'est le fruit le plus répandu, le plus mal connu, et malheureusement qui est maltraité parce qu'on vend des pommes qui ont insipides parce qu'elles ont été traitées. Maintenant, on a des pommiers anciens qu'on peut remettre, qui s'adaptent à chaque région. Il y a des milliers de sortes dans le monde. L'histoire de la pomme, ça remonte à la route de la soie. Parce que les baladins, les voyageurs prenaient quelques pommes, ça se conservait, donc ils jetaient le trognon et après ça repoussait, il y a eu des mélanges. Et puis, ça devenait la route de la pomme. La route de la pomme. Oui. Et d'ailleurs, il y a des montagnes dans le Kurdistan. Couverts de pommiers. Oui, qui sont des montagnes avec des pommiers centenaires. Et qui ont cette particularité qu'ont beaucoup d'arbres. D'ailleurs, il y a un livre célèbre qui est sorti sur la vie des arbres, le secret des arbres, qui est magnifique, où il explique que l'arbre, finalement, il ne meurt jamais quelque part, parce qu'il est toujours prêt à se replanter. Donc ces pommiers-là ont cette particularité de faire des stolons et de redémarrer. Et donc, si la branche mère disparaît, il y a un nouveau. Mais c'est pas un changement comme nous, si on meurt, c'est autre chose. Mais là, c'est la continuité. Or, là, beaucoup d'arbres ont cette faculté. Il y a des arbres qui ont maintenant 2-3 000 ans, et ils ont reproduit pour autant que maintenant on leur fout de la paix, ils peuvent prolonger cette vie indéfiniment. En fait, c'est la structure végétale qui se refait, qui se reproduit d'elle-même. Et ça, toi, as-tu joué à ce rôle de transmetteur au niveau de tes enfants? Peut-être, oui, parce que bon, mes filles, elles font un parcours quand même un peu artistique. Donc tu as joué au pommier, tu as joué à l'arbre aussi. Mais quelque part, elles ont partagé toute ma vie. Hein. Comme toi, tu avais partagé celle des parents. Donc la transmission continue. Oui, oui. Mais parce que je les emmenais partout. Je me souviens très bien qu'avec mon aîné, à ce moment-là, j'étais à Paris et j'allais beaucoup dessiner dans les serres d'Auteuil derrière Roland-Garros. Et j'allais avec ma fille prendre son goûter dans la serre, sous les bananiers et tout ça. Et c'était dans l'après-midi, pas très tard. Il y avait une vieille dame qui disait « Oh, quel bonheur cet enfant qui prend son goûter sous les bananiers !» Mais elle, ça l'a marqué, c'est resté, elle a des souvenirs. Je l'emmenais dans la forêt quand j'allais peindre, je l'emmenais avec moi. Et elle était là, elle attendait, elle patientait, elle griffonnait ou elle regardait, elle écoutait. C'est l'ouverture, quoi. Ou au bord de la mer, comme des fois on allait. On dessinait ensemble. Et elles gardent le nom de Gobert dans leur création. Oui, oui. Ah oui, elles se font le prénom alors maintenant. Elles y tiennent. Elles y tiennent. Oui. Clara et Léa. Non, mais parce que bien souvent, il y a des enfants d'artistes qui veulent
Non, non, Les au parties. contraire, elles veulent... La transmission est là, quoi. oui. Mhm. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Ah bon? Mais ça se fait naturellement. Oui. Parce que, bon, moi j'aurais pu être dégoûté, en dire, oh, je ne veux pas faire la peinture. Mon père, je l'ai vu ramer, j'ai vu mes parents dans la difficulté. J'aurais pu, comme un fils de boucher ne fait pas toujours la boucherie, et on peut comprendre. Mhm. Ou un fils de mécanicien, il a la main dans le cambouis, il veut faire autre chose. De même qu'un fils d'avocat peut très bien dire, mais moi j'ai envie de réparer des bagnoles. Mais non, tu ne vas pas faire ça quand même. Tu ne vas pas nous faire ça. Ça j'ai entendu. Oui, oui, ça je pense Mais bien. maintenant, je pense que les choses ont un peu changé, heureusement, pour eux. Tu Non, moi, aurais une autre vie, tu aurais fait quoi? une autre vie. Ah, peut-être que j'aurais été coureur cycliste. Coureur Ça cycliste. s'arrête assez Ça, vite. tu l'as dit, hein? Ça s'arrête assez vite. Oui, moi j'étais un fervent, je suivais. D'accord, donc mais coureur cycliste. Mais parce que je crois que ce qui me fascinait, c'était le dépassement Voilà. physique avant la période des drogues, des trucs comme ça. Les fauscopies, tourner sa roue, dans les montagnes, des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a le paysage. Parce qu'en vélo, Il y avait Pinot Cérami à Charleroi. oui, voilà, on avait des... Il y avait Cachera. avant. En Belgique, on a quand même quelques Oui, quelques monuments. bons, oui, oui. Et On ne puis, doit pas parler de Merckx, qui a aussi sa station, comme toi, tu as ta que j'ai station. peint Oui. sur ma palissade. Hein. Oui. Je l'ai peint l'année où il ne courait pas. Donc il est en civil. Et moi, je me suis représenté en vélo jeune homme. D'accord. D'ailleurs, on a une photo, on est ensemble, à l'époque du crédit de Dexia. Là. Mhm. Je ne sais pas si on peut encore citer C'est ça. peut-être un autre nom maintenant. Mais c'était bon. Il y a toujours ces panneaux hein, qui sont dans une cave à Tour et Taxi. Eh bien, Paul, encore une longue carrière se présente à toi. Je pense que tu vas encore avoir beaucoup de choses à faire. J'espère. Mais faire la promo premier du Jardin Sauvage, Oui, non pas habillé d'une simple feuille de vigne, c'est vrai. mais de partager des bons moments avec, un, l'éditrice, et deux, avec ton compère Pierre Lose. Oui, parce qu'il faut quand même parler d'éditrice. Hein. Oui. Liliane, pour les... Je pense qu'elle a fait un excellent travail. Avec le. Bon, j'ai Mais c'est parlé- sa rigueur aussi, parce Voilà, qu'on ne fait c'est la pas un livre rigueur. sans rigueur. Voilà. Et à l'imprimerie, enfin, tout ça c'est ensemble. Oui. Tous les facteurs, tous les C'est très, acteurs très ont joué important. leur rôle. C'est pour ça que c'est réussi, Mhm. sinon ça foire. Mais enfin, c'est ces trois personnages qui ont fait un excellent, un Oui. très beau travail. Ça, oui. Allez, bon succès pour le nouvel ouvrage. Et au prochain. Et au prochain. Voilà. Ce sera peut-être un roman. Quelqu'un d'autre décidera pour moi. Qui sait jamais. Eh bien, merci Paul d'être venu. Merci à toi aussi. Voilà.